m'appelle Mathieu Corbin. Je suis SRE chez Conto. Conto, c'est une entreprise qui fournit des services financiers pour les entreprises, des comptes en banque, des paiements par carte, enfin des gestions de flotte de cartes physiques ou virtuelles, de l'aide à la comptabilité. Vous pouvez faire toutes sortes de choses pour gérer votre entreprise depuis Conto. On a 500 000 clients aujourd'hui. On a 8 pays. On est dans 8 pays. On, on est plus de 1600. On grossit très fortement et on était, quand je suis arrivé en janvier 2022, 500. Donc la croissance est vraiment extrême en termes de taille d'équipe. Et c'est assez intéressant parce que forcément, les équipes de développement grossissent également très rapidement. Donc on peut passer de 50 à 100 devs à peut-être 150, etc., etc. Ça monte très très fortement et donc ça influe comment on doit travailler, nous SRE, les gens de l'infra, avec les développeurs. On déploie 150 fois en production par jour. C'est une très bonne métrique, le nombre de déploiements par jour en production. Il y a pas mal d'études, on va dire, comme Accelerate, que je vous recommande. C'est un livre très intéressant sur le sujet, qui montre vraiment une corrélation entre la productivité des équipes et le nombre de déploiements, on va dire, qu'ils font en production. Les équipes qui arrivent à ship rapidement et de manière très très fréquente, généralement arrivent à délivrer des features de manière plus efficace que les autres. Donc mesurer ça, c'est assez intéressant. On fait du microservice, on a 450 services back-end aujourd'hui en production. Et ça augmente également très rapidement. Donc, il y a aussi quelques challenges infra, mais dont je ne discuterai pas forcément dans ce talk. Vous pouvez voir mon blog, mcormin.fr, c'est un blog tech où je publie régulièrement des articles. Ou me suivre sur Twitter également. Mais le blog est plus intéressant. Pardon. Et donc, on va parler de production. Et la production, j'adore ces cartes du Moyen-Âge, vous savez, où les terres un peu éloignées, on va dire, et inconnues étaient représentées avec des dragons, des monstres marins ou autres kraken. Pour beaucoup d'équipes de développement, la production, c'est un peu vu comme ça en réalité. C'est un peu vu comme une contrée lointaine avec des dragons. Et les dragons, on les appelle les administrateurs système. Ils nous font peur. Et c'est compliqué de travailler avec eux. Moi, j'ai travaillé comme dev avant, hein, donc je sais de quoi je parle. Et parfois, la relation est difficile. Et c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de casser, nous, aujourd'hui. Enfin, que j'ai toujours essayé de casser dans mes entreprises. Et je vais expliquer un peu comment. Parce qu'on a toujours des silos, finalement, même 15 ans après DevOps. On a souvent des cas, malheureusement, où les devs développent, et les ops gèrent la prod au sens large, et entre les deux, on met Jira ou un autre système de ticketing, et tout va passer un peu par ici pour communiquer. En fait, la communication va se faire à base de tickets, à base de demandes, et avec beaucoup d'asynchrone. Et donc, c'est quelque chose qu'on essaie un peu d'éviter, nous, de notre côté. Pourquoi ? Parce que parfois, ce que j'ai vu, moi, dans les entreprises, c'est un problème de culture. On va avoir des ops, par exemple, qui vont dire c'est ma prod. C'est-à-dire, personne ne peut faire une action sur la production, un déploiement ou des choses comme ça sans l'autorisation explicite de l'équipe ops. Voilà, donc je parle de déploiement production, mais ça peut être d'autres types d'actions. C'est quelque chose qui, je pense, faut vraiment éviter. Moi, je viens du monde de l'ops, hein, et je trouve que c'est quand même un domaine, même moi, en début de carrière, je m'en rends compte maintenant, où il y avait beaucoup de gatekeeping. En fait, on avait du mal à permettre aux gens de faire des choses en production, de leur donner des accès, de leur fournir de l'outillage pour le faire. Et c'était un peu notre chasse gardée, on va dire. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'on veut éviter. Mais côté développeur, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de devs qui vont dire, moi, voilà, je fais une merge request, je merge, j'envoie mon code émergé sur la branche principale de mon projet, c'est plus mon problème. Ce qui se passe après, ça m'intéresse pas. En fait, c'est le problème de quelqu'un d'autre. De qui, on sait pas, mais c'est le problème de quelqu'un d'autre. Bon. Côté ops, c'est un peu pareil. Forcément, les devs, ils vont dire quoi? Ils vont dire, les devs, ils ont encore poussé un bug en prod, et en plus, c'est on a encore reçu des alertes. C'est les ops qui reçoivent les alertes de production. Donc finalement, les devs, ils mergent un truc, ils cassent la prod, mais c'est qui doit ensuite, qui est alerté, qui est réveillé la nuit, qui est d'astreinte, etc. C'est les ops. Et donc forcément, ça crée de la frustration. Ça crée énormément de frustration quand on travaille comme ça, des deux côtés en réalité. Et côté dev, comme je l'ai dit, des fois les côtés ops, il y a beaucoup de gatekeeping. Et donc les devs demandent une fonctionnalité en prod, demandent un accès, demandent de pouvoir faire quelque chose de manière autonome, et on leur dit non, on ne donne pas la permission. Et ce que ça crée, ça, c'est du shadow IT. C'est du shadow IT parce que les devs vont toujours trouver une manière de faire le truc, d'installer notamment dans des grands groupes. Moi, je l'ai vu dans le passé. Installer des softs en douce parce que les ops ne peuvent pas l'installer. C'est pas des softs qui font des softs qui font partie du catalogue ou je sais pas quoi, mais en réalité, ça se fait quand même et ça crée du shadow IT, ce qu'on veut éviter.
Ce qu'on essaye vraiment, nous, d'éviter à Conto, c'est d'avoir les ops sur le chemin critique. Je vais donner un exemple ici avec on va dire une petite timeline, on va dire fictive, mais qui peut se rapprocher parfois. Alors, je vois c'est quoi le Shadow IT dans le chat. Le Shadow IT, c'est en fait c'est quand des équipes mettent en place des systèmes, des applications, des choses comme ça, enfin déploient des choses en production, mais en le cachant entre guillemets. C'est fait de manière non officielle. Par exemple, sans que l'équipe qui gère la production soit au courant, des choses comme ça. Mais c'est fait dans un coin, on va dire, sans prévenir personne, sans mettre la sécurité au courant, des choses comme ça. Mais juste parce qu'on a besoin du truc et on le fait et on n'en parle pas trop, histoire que ça ne s'échappe pas. Donc, les notes sur le chemin critique. Imaginons une développeuse qui merge sa branche. Et donc, à T0, une release est prête pour déployer en production et cette développeuse ne peut pas déployer par elle-même en production. Elle n'a pas les permissions, elle n'a pas l'outillage. Et elle va dire, elle va demander à un ops, créer un ticket par exemple, ou envoyer un message dans Slack ou autre, dire, tu peux déployer la release V1.4.1 en prod. L'ops, il reçoit un ticket, mais il va pas le regarder tout de suite en réalité. Il va le regarder peut-être un jour après. Et l'ops va déployer en prod. Il va dire, c'est fait, mais par contre, on a une erreur au démarrage. Voici le log, on va dire, d'erreur que j'ai. L'application, elle fonctionne pas. Alors, l'ops renvoie ça à la développeuse qui regarde ça une demi-journée après parce qu'elle était occupée également, qui se rend compte qu'il y a une erreur de configuration. Et ensuite, l'ops fait la même chose. Il dit, maintenant, voilà, j'ai corrigé, ça marche, mais on a un autre problème. La dev doit patcher, etc., etc. Mais ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'en travaillant comme ça, on ajoute toujours du délai, on va dire une journée, une demi-journée ou même quelques heures entre les demandes d'un côté ou de l'autre, parce que la développeuse, en fait, manque d'autonomie. Elle peut rien faire sur la production, elle peut pas déployer, elle peut pas investiguer, elle a peut-être même pas accès au log. Moi, j'ai connu une entreprise où on n'avait pas accès au système de monitoring, par exemple, quand j'étais côté dev. Forcément, c'est très difficile de travailler dans ce contexte-là. Je vois qu'on devait demander une info, il fallait demander à l'équipe Ops. C'est pas terrible. Et on perd du temps, en fait. On perd du temps, on perd en lead time. Alors que quand on a des équipes autonomes, notre développeuse à T0, elle déploie en prod. Elle tag une release, on a peut-être un système de déploiement continu qui va envoyer la release en prod. 5 minutes après, elle reçoit elle-même une alerte pour dire qu'il y a eu un problème pendant la mise à jour, qu'il y a peut-être des nouvelles instances de l'application qui ne démarrent pas. Elle corrige quelques minutes après, elle renvoie en prod. S'il y a un autre problème, elle est réalertée et elle peut envoyer un hotfix, etc., etc. Et on peut passer, moi je l'ai vu dans le passé, de 1 jour, 2 jours, 3 jours de lead time avec parce qu'il y a plein d'intermédiaires, on va dire, dans la boucle, à 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, en fait, parce que le retour, en fait, est beaucoup plus rapide. C'est toujours quelque chose qu'on essaye de viser, on va dire, pour moi, dans les équipes, c'est qu'elles soient autonomes de leur travail au quotidien. Alors pourquoi j'ai parlé du lead time et des boucles de feedback rapide. On veut par exemple déployer fréquemment en production, on veut pouvoir fiabiliser les déploiements, on veut pouvoir le faire de manière autonome d'un point de vue dev, et on veut quand il y a un problème que les développeurs eux-mêmes puissent faire des rollbacks, on va dire, puissent pousser très rapidement des hotfix, des changements de configuration en production, pour pas qu'un incident potentiel reste pendant trop longtemps et qu'on ait une autre équipe qui reçoive une alerte et l'équipe qui sait ce qui se passe, qui doit reboucler vers les devs, quelque chose qu'on veut éviter. On entend souvent dans l'industrie aujourd'hui, you build it, you run it. Moi, je suis vraiment convaincu par ça. Je pense que c'est les équipes qui développent un programme qui doivent le gérer de A à Z. Et donc, de A à Z, j'inclus la production. On verra comment ensuite. Et parce que ça crée de l'ownership, en fait. Ça crée un sentiment d'ownership et de responsabilisation, on va dire. On responsabilise les équipes en disant, les problèmes causés par mon service, voilà, je suis un dev, je pousse un bug, mon application elle a un problème de configuration, etc. En fait, c'est mon problème, c'est le problème de mon équipe, c'est pas le problème d'un ops qui n'a jamais travaillé sur le sujet, c'est pas le problème d'une équipe de QA, je sais pas quoi, c'est le problème de l'équipe en fait qui développe la fonctionnalité. Certaines entreprises prennent ça un peu trop, quand je dis les développeurs doivent avoir accès à la production, prennent ça un peu trop au pied de la lettre et se disent dans ce cas c'est bon, on peut virer tous les ops, on vire les équipes ops et ça va marcher. Et donc on va commencer à demander aux devs de déployer de l'infrastructure sur on-premise ou sur le cloud. Ou bien d'être des experts de technologies comme Kubernetes ou des experts de bases de données, ou bien des experts réseau, configurer le réseau entre les applications, etc., etc. Non, en fait, c'est pas ce qu'on demande. En fait, on ne demande pas à supprimer les ops. Être un ops, quelqu'un de l'infra, etc., c'est un métier. Gérer de l'infrastructure, c'est un métier. Gérer des clusters Kubernetes, gérer du réseau, c'est un métier. Par contre, ce métier a évolué et c'est là en fait où c'est assez intéressant, c'est que le métier d'ops a beaucoup évolué avec le cloud, avec les conteneurs, la containerisation générale, et même maintenant le platform engineering. Et les besoins, on va dire, sont un peu différents et la façon de travailler de ces équipes sont un peu différentes. Ce qu'on va demander en fait,
c'est ce qu'on me demande nous, côté à Conto du moins, c'est aux équipes infra de construire un produit. Et donc de maintenir bien sûr les briques sous-jacentes infrastructures comme chez les cloud providers, euh, gérer des clusters Kubernetes, gérer des bases de données, donc vraiment du travail un peu bas niveau, très proche de l'infrastructure. Mais c'est également de fournir des services en fait, de mettre toute cette infrastructure en self-service avec des API, avec du tooling, avec la sécurité de l'audit bien sûr inclus, mais que les équipes de développement puissent consommer cette infrastructure de manière simple et efficace et que les deux équipes DevOps collaborent ensemble pour construire ce produit. Et donc, une équipe infra, en réalité, aujourd'hui, elle doit être orientée produit. De la même manière que côté dev, il y a des product owners, product managers, des gens qui vont travailler avec les clients finaux euh, sur le produit de l'entreprise qui est vendu par l'entreprise. Donc, un Conto, par exemple, c'est des services financiers à destination des entreprises. Et ben, les équipes infra, on peut presque dire qu'elles ont les équipes de développement comme clients. Et donc, pour ces clients, il faut construire un produit interne qui doit être facilement utilisable, consommable. Et d'ailleurs, je parle des équipes dev, mais c'est finalement le produit interne est plus même à destination du département tech en général. Et pour construire un produit, comment on fait côté dev et côté product manager? On va demander d'avoir des retours du terrain ou des choses comme ça. On va faire la même chose côté infra. On va regarder les demandes de support, on va regarder les incidents, on va prendre les feedbacks de nos utilisateurs. On va avoir les contraintes, bien sûr, qu'on a, hein, parce qu'on a toujours des contraintes de sécurité, de fiabilité, d'objectifs d'entreprise ou des choses comme ça. Donc, on peut pas, côté infra, il y a toujours des contraintes, malheureusement. Mais il faut vraiment avoir ce réflexe de se dire, on construit un produit pour des clients. Les clients, c'est de l'interne, en réalité, et donc, on va les considérer vraiment comme des clients, avec des recueils de besoins, etc. À Conto, on travaille énormément en ligne. J'ai fait un talk à DevOps Day l'année dernière sur le sujet avec un collègue. Il est en ligne. Vous pouvez aller le voir. C'était DevOps Day, donc 2023, sur comment travailler en ligne dans une équipe SRE. Donc, on travaille avec des outils comme l'OBEA avec des voice of customer. Donc, voilà, on prend un peu la température côté équipe pour voir c'est quoi nos manquements. Qu'est-ce que les équipes voudraient comme outil. On travaille beaucoup avec on fait de la value analysis en début de projet. C'est un peu du recueil de besoins pour vraiment comprendre si on construit le bon produit. En fait, quand on fait des évolutions de l'infra, on fait en sorte que ça réponde vraiment aux besoins de nos utilisateurs. Et on fait par exemple des A3, donc des documents pour expliquer pourquoi en fait on fait certains changements. On fait beaucoup d'interviews avec les équipes de dev pour comprendre leurs problématiques, comprendre leurs besoins, on compile tout ça et à partir de ça, on construit un produit. Mais construire un produit, ça demande souvent du développement. À Conto, les équipes SRE, j'en parlerai juste après, font énormément de dev. On est un peu aussi développeur. C'est pour ça que moi, je suis lead dev. Mais aujourd'hui, enfin, j'étais lead dev aussi dans le passé. Maintenant, je suis côté SRE, mais ça m'aide beaucoup. Et en réalité, les devs et les ops, traditionnellement, n'ont pas la même vision du développement. Ça peut sembler un peu dur, ce que je vais dire là, mais moi, c'est ce que j'ai connu et c'est même ce que j'ai pratiqué dans le passé quand j'étais côté administrateur système. C'est qu'en fait, côté dev, il y a une culture de l'architecture logicielle, de l'intégration, du déploiement continu, des tests, l'utilisation de Git, faire du DDD, faire de l'observability, etc., dans les applications. Alors que traditionnellement, les équipes Ops et les équipes Infra construisent de l'outillage avec du Bash ou du script shell, enfin d'autres, voilà, ça peut être du KSH ou même selon vos contextes. Mais donc voilà, du shell, souvent, ça c'est mon avis, de faible qualité, avec très peu ou voire pas de tests. Voire parfois un manque de CI. J'ai même vu des équipes, même peut-être participer à ça dans le passé, un peu en mode, ouais, le script, en fait, non, il n'est pas dans Git. Les scripts, on se les envoie par mail, ou bien c'est un petit FTP dans un coin, et puis c'est pas versionné. Ou bien, comme j'ai connu dans le passé, des scripts avec, vous savez, en header, en commentaire en début de script, les dates de modification avec qui les a faites. Bon, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Et en fait, il faut vraiment aujourd'hui réussir dans les équipes infra à amener, je pense, cette culture du développement logiciel. Cette culture des tests, d'utilisation de langage un peu plus haut niveau que Bash. Nous, on fait beaucoup de Go, par exemple, à Conto. Cette culture d'utilisation de Git. Alors, bien sûr, l'objectif, c'est pas que les ops deviennent des experts en développement, mais moi, c'est des choses que j'ai mis en place dans mes équipes, même avec des gens qui n'avaient pas d'expérience côté dev. On les a formés, on a fait des formations en interne avec les développeurs. J'ai fait du pair programming avec eux. Et très rapidement, en fait, les gens arrivent à apprendre tout ça. Et on a vraiment vu une vraie amélioration sur la qualité la qualité de ce qu'on produisait, en fait. Je vois, Rémi, que tu dis, en effet, souvent, on parle je suis vraiment d'accord avec toi. Côté dev, on dit que les gens développent. Côté ops, on dit qu'ils font des scripts.
Mais en fait, un script, c'est un programme. Pourquoi on se permettrait, un script qui gère la prod, pourquoi on se permettrait de l'écrire en bash sur un coin de table sans test? Là où on est les premiers côté Ops, on est les premiers, et moi le premier, à dire « Oh, les devs, ils ont encore poussé un bug, oh, les devs, ils ont encore créé un incident, ils ont encore pas écrit de test, etc. etc. » En fait, on fait la même chose. SRE, alors ça, c'est une citation du livre. Enfin, SRE, ça a été inventé par Google, Site Reliability Engineer. Les livres sont en ligne, ils sont vraiment consultables en ligne. Il y a 2 livres avec 2 versions. Et je pense que c'est très intéressant de les lire. Ils sont assez courts. Et SRE chez Google, ça a été créé en 10 ans. Donc, c'est les gens qui gèrent un peu la partie infra à Google, on va dire, notamment la production, l'exploitation de la production. SRE, c'est ce qui arrive quand on demande à une équipe de software engineer, donc de développeurs, de créer une équipe opération, donc une équipe ops. Donc, ils ont pris en fait des devs, ils ont dit, bah maintenant, vous allez faire de la prod. Ils ont regardé ce qui se passait. Et là, c'est intéressant parce que la culture dev qu'ils avaient fait qu'ils ont réussi très rapidement à construire de l'outillage très haut niveau, donc à vraiment augmenter la fiabilité des systèmes en construisant de l'outillage interne, en ayant une vraie culture dev, on va dire, sur ce qu'ils produisaient. Et je vais donner quelques exemples maintenant de ce qu'on a, nous, à Conto. Par exemple, créer un service. On fait du microservice, on en a des centaines en production. Et quand on crée un service, on part généralement d'un template d'application. On veut un squelette, un peu de code pour éviter à répéter tout le temps la même chose. Mais on a également besoin d'un projet dans Git. Alors, on utilise GitLab, donc il faut créer un projet dans GitLab pour le service. Généralement, chaque service a une base de données. On utilise PostgreSQL, donc RDS, Log Manager d'Amazon, mais c'est du Postgre derrière. Voilà. On fait également beaucoup de Kafka, c'est un bus de messages. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a besoin de créer des entités, ce qu'on appelle des topics, par exemple, dans Kafka, pour des nouveaux services. Certains services ont besoin de stockage, donc on a besoin de buckets S3, par exemple, pour pouvoir stocker des fichiers ou autres. Il y a de la gestion de secrets, parce qu'on veut pouvoir injecter des secrets dans les applications. Créer un service à Conto, il y a 1 an ou 2, ça pouvait mettre 1 jour, 2 jours, parce qu'il fallait créer toutes ces dépendances infra. Ça prenait beaucoup de temps, et les devs n'étaient pas autonomes, parce qu'à chaque fois qu'ils devaient créer un service, et je vous rappelle qu'on en a des centaines, ils devaient nous demander, nous, des conseils sur comment le faire. Ça prenait énormément de temps à eux et à nous, parce qu'eux, ils nous faisaient la demande, nous, on ne pouvait pas la traiter tout de suite, donc on aidait comme on pouvait, ça créait de l'attente, et tout le monde perdait du temps, alors que le service, on en a besoin tout de suite, en fait, notamment dans un contexte de scale-up où on veut pouvoir délivrer. Et maintenant, on a une commande, donc on a un binaire qui s'appelle ContoCuttle. ContoCuttle, un peu comme kubectl si vous faites de Kubernetes. C'est moi qui avais lancé ce projet à l'époque à Conto. C'est un binaire qui est installé sur tous les ordinateurs, on est sur Mac, de la tech. Le binaire est mis à jour automatiquement quand il y a une mise à jour de l'outil. Et on fournit énormément de commandes, on va dire, en self-service, utilisables directement par les équipes de développement, notamment, grâce à ce binaire, donc, qui est utilisable en mode terminal. Et pour créer un service, en fait, les équipes ont juste à faire ContoCuttle microservice create go. Elle peut faire aussi create Ruby, parce qu'on a du Go et du Ruby aujourd'hui à Conto. Et ensuite, elles passent des flags. Elles passent le nom de leur service, par exemple, je sais pas, Toto, voilà. Et des flags, donc moins database. Est-ce que le service a besoin d'une base de données? Moins Kafka, Kafka Consumer, Kafka Producer, si on doit s'intégrer avec Kafka. Ou moins S3 pour créer un bucket S3 automatiquement. Et des flags comme par exemple le pass où on veut le projet dans GitLab, la team qui va être honneur du service, etc. etc. Le dev lance la commande, fait entrer, 5 minutes après, mais vraiment 5 minutes après, tout est créé, le service tourne en production. C'est-à-dire, les dépendances infra sont créées, le repo dans Git est créé, la code base est initialisée avec un squelette de code minimaliste, avec un endpoint de HCX, etc. C'est intégré dans la plateforme d'intégration et de déploiement continu, c'est déployé en staging, c'est déployé en prod, le service il tourne. Il est dispo. Et ça a été construit par l'équipe SRE. Donc c'est un exemple, on va dire, d'amélioration du lead time où on ne demande pas aux devs d'être des experts PostgreSQL, on ne demande pas aux devs d'être des experts Kafka, etc. On leur dit juste, vous voulez une base de données, vous faites moins database. Voilà, c'est tout. Nous, on a l'expertise, on leur a mis as a service. Et c'est un peu pareil pour le déploiement en production. À Conto, toutes les équipes sont capables de déployer en production de manière autonome, à tout moment. C'est pour ça qu'on déploie 150 fois par jour en prod. Et on utilise Kubernetes, mais on va pas dire aux devs, allez, faites du Kubernetes, apprenez
les 50 types de ressources que vous avez créés pour avoir un service en production correctement configuré, et on va pas leur demander d'écrire 1500 lignes de YAML pour déployer un service en prod. On leur a construit une abstraction au-dessus de Kubernetes, où ils ont juste un simple fichier YAML, très 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 simple, très déclaratif, qui se concentre sur l'essentiel avec des bonnes valeurs par défaut. Ou côté dev, ils disent fichier qui est déjà pré-généré par la commande que j'ai montré avant, le squelette du moins. Où les devs disent bah voilà, j'ai une application, elle s'appelle RDS Management, celle-là, c'est une application pour gérer des composants infra chez Amazon, voilà. Et on veut 2 réplicas. Voilà, il y a 2 instances de l'application en production. Elle a un port qui s'appelle HTTP sur le port 3000. Le conteneur, quand il démarre, il y a un fichier de configuration avec un pass. On passe un fichier YAML. On définit les ressources, donc 0,1 CPU et 1 giga de mémoire pour cette application. On injecte un mot de passe qui est stocké dans sur un outil Amazon qui s'appelle Parameter Store. C'est un outil de stockage de mots de passe. Mais bien sûr, on ne demande pas aux développeurs de mettre le mot de passe en clair. On leur dit, bah, vous mettez le chemin dans ce système de mot de passe vers votre mot de passe avec sa version. Et avec le bloc env et secret, en fait, dans la variable d'environnement pg1 password, le mot de passe sera automatiquement injecté. Ils n'ont rien d'autre à faire. Pareil pour l'autoscaling. On a fait beaucoup d'autoscaling à Conto parce qu'on a des pics de charge, des choses comme ça. Bah, ils ont un bloc autoscaling enable true, min max 310 par exemple ici. Et avec mémoire et CPU, donc si on dépasse 70% de mémoire ou 80% de CPU en moyenne, il y a des nouveaux conteneurs qui vont se créer automatiquement. On a de l'audit là-dessus, et tout le monde est capable de modifier, on va dire, ce fichier sans avoir à nous demander nous. Les équipes sont totalement autonomes pour gérer leur autoscaling, gérer leurs ressources, gérer leur port, le nombre de réplicas, etc., leur variable d'environnement. Par contre, nous, on a quand même de l'audit, hein. On suit les coûts, on suit les choses comme ça, etc. On peut pas mettre n'importe quoi non plus en termes de ressources ou autres, mais on n'a jamais de souci. Les équipes sont autonomes, elles modifient ça, elles commit, ça part en prod et voilà. Et d'ailleurs, parlons du déploiement en prod. Nous, on n'a pas de problème de déploiement continu sur lequel l'équipe SRE fournit des building blocks. Enfin, vraiment, on utilise GitLab. On va vraiment tout est intégré par défaut en fait quand on crée un nouveau microservice, il est déjà intégré dans la plateforme de déploiement continu. Et à chaque fois qu'il y a un commit sur la branche principale d'un projet, on lance les tests, on lance du lint, on déploie le service en staging et on le déploie en production. On est en déploiement continu sur 100% des applications, donc chaque commit fait sur un dépôt, sur la branche principale, chaque merge request ou pull request qui est mergé part en production 10 à 15 minutes après. 10 à 20 minutes après, je dirais, à peu près, le temps qu'on déploie en staging, qu'on lance les tests, etc., etc. On utilise énormément Kubernetes et notamment Argo CD pour tout ça, donc je n'entrerai pas dans le détail. Ça a été mis en place côté SRE, bien sûr. Mais la pipeline est assez standardisée, du moins côté dev. On a également ce qu'on appelle du Canary Deployment. Donc le Canary Deployment, c'est assez intéressant. Pareil, c'est quelque chose qui est configurable dans le YAML que je vous montrais juste avant. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. C'était pas en place quand j'ai fait le talk à Flocon, par exemple. C'est pour ça que j'en parle là, c'est un peu du bonus. Ça permet de dire, les devs peuvent exprimer vraiment un déploiement en production en disant, allez, je déploie 25% de mon application, et ensuite, en fonction d'une métrique applicative, je continue de déployer ensuite 50%, 75% et 100%, et en cas de problème, il y a un rollback automatique qui est fait à la release précédente. Donc ça, c'est super intéressant. C'est ce qu'on a notamment sur tout ce qui est paiement par carte à Conto, où on peut détecter des problèmes très rapidement sans faire en déploiement en production, avec du rollback automatique. Et pareil, ça c'est ouvert aux devs. Nous, côté SRE, on a mis en place et on a juste permis dans le YAML que je montrais différemment de rajouter un petit bloc pour dire voilà, vous pouvez vous baser sur le nom d'une métrique sur lequel l'outil doit se baser pour faire ce rollout intelligent et quelle est la stratégie de rollback ou des choses comme ça. On peut pas demander à des devs ou à des équipes tech en général de déployer de manière autonome en production, de gérer leur prod, etc., sans leur permettre d'accéder aux logs, aux métriques, aux traces, donc à l'observabilité de manière générale sur leur service en prod. Comme je l'ai dit, moi, il y a quelques années, je travaillais, c'est presque 10 ans maintenant, dans une entreprise où je n'avais pas accès à ces infos. C'est dur en fait d'être autonome sur la prod si on n'a pas accès aux logs, pas accès aux métriques en réalité. Parce qu'on peut même pas voir comment notre application se comporte. Et tout ça, il faut que ça devienne ce qu'on appelle une commodité, il faut que ça soit en libre service, il faut que ça soit disponible sur étagère. Les logs, c'est assez classique maintenant aujourd'hui en réalité. Nos applications envoient des logs en JSON structurés et ensuite c'est automatiquement mangé par un agent qui tourne sur nos machines et c'est envoyé dans une stack Elasticsearch
Elasticsearch, Kibana, et n'importe quel développeur ou quelqu'un de la tech de manière générale peut suivre les logs de n'importe quelle application, aller les voir, les consulter, regarder les erreurs, etc., etc. Bon, pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, à part que voilà, le login structuré, c'est intéressant pour pouvoir vraiment avoir des champs, on va dire, même métiers parfois dans les logs, pour pouvoir identifier des champs comme Organization ID, User ID, des choses comme ça, et faire de la recherche de manière simple, c'est quand même cool. Les métriques, c'est pareil. Alors, quand on a énormément standardisé la chose à Conto, mais on a beaucoup de métriques de base, on va dire, sur les services, mais les équipes sont capables de rajouter des métriques custom, de créer leur propre graphe dans Grafana. On a des graphes standards, mais les équipes sont également libres de vraiment créer leurs propres métriques et alertes. On parlera un peu plus tard des alertes, notamment de l'astreinte. Et les traces, les traces, c'est super important, notamment quand vous avez un système distribué ou du microservice comme à Conto. Ça permet de suivre le parcours d'une requête entre services. Ça, pareil, c'est quelque chose qu'on a standardisé, qui est dispo sur étagère. Donc, tous les services, quand ils démarrent, ils ont ça, ce mécanisme-là de tracing. Et on est capable de dire, ce service, cette requête, elle a passé 1 seconde dans ce service, une demi-seconde. Ensuite, ça a appelé un second service où ça a passé une demi-seconde, un troisième service où ça a passé une autre demi-seconde. Bref, et tout ça pour dire en réalité que ce qui est important, c'est que tout ça, c'est dispo. On a des libs standards qui sont apportés par les services, par nos services et consommés directement par les équipes de dev. L'outil pour le tracing, c'est Tempo de Grafana qu'on a aujourd'hui. Et pour le monitoring, c'est Prometheus. Pour Prometheus et Thanos pour la partie métrique. Et tout ça, en fait, c'est consommable par les devs. C'est-à-dire, ils n'ont pas à connaître comment marche Prometheus. Il y a juste, en fait, on a des librairies de métriques, etc. Ils créent leurs métriques et c'est récupéré automatiquement par Prometheus et c'est dispo ensuite dans Grafana. Pareil pour les logs. Pareil pour les traces. Où les traces, ils n'ont pas besoin d'être experts en comment marche tout le back-end de Tempo, d'OpenTelemetry, etc., etc. Et on a des librairies par défaut, les services, en fait, ils ont du tracing et ensuite, ils peuvent ajouter des traces custom ou des métriques custom d'ailleurs, et ça arrive au bon endroit et c'est consultable, quoi. C'est vraiment ça l'approche qu'on a, il faut que ça soit très simple d'utilisation, très simple à étendre en fait. Il ne faut pas que la complexité leak dans les services finaux. Et je vais parler un peu plus même de tooling interne, parce qu'on est allé plus loin. On avait souvent des gens qui nous disaient ça marche pas, notamment côté dev, notamment quand il y avait des nouveaux arrivants qui arrivaient dans la boîte, qui disaient ça marche pas, j'arrive pas à me connecter à Amazon pour faire à la ligne de commande Amazon, par exemple, il y a des erreurs d'authentification, j'arrive pas à me connecter à Kubernetes parce que les développeurs ont accès en read-only à certaines espèces Kubernetes. Donc ça marche pas en local, j'arrive pas à me connecter au VPN, j'arrive pas à me connecter à GitLab. J'ai fait cette commande, j'ai 400, je fais Docker Pool, le classique. Je fais Docker Pool, j'ai un 401 Forbidden ou autre. Bon, dans notre binaire ContoCuttle, on a fait une commande, ContoCuttle AWS Login, où les gens lancent ça, choisissent leur équipe, on va dire, dans une liste déroulante, ils font entrer, ça ouvre une pop-up, ils se connectent avec le two-factor, le Touch ID ou des choses comme ça, moi j'ai une YubiKey également, et en fait, ça auto-génère tous les fichiers de configuration. Donc, on évite le ça marche pas, parce qu'en fait, on ne demande plus aux gens d'écrire des fichiers de configuration à la main, on les génère pour eux en local. Donc là aussi, il y a un vrai gain, on va dire, de lead time côté dev, parce qu'on leur donne de l'autonomie, on leur donne des accès en prod, mais si le fichier de configuration ne marche jamais, enfin, si le fichier de configuration n'est pas bon, ça marche jamais et ça nous fait du support en réalité. C'est ça qu'on veut éviter. On a poussé un peu la chose un peu plus loin. On a même fait une commande ContoCuttle Troubleshoot qui scanne l'entièreté des fichiers de configuration locaux des équipes et qui est capable de dire, en fait, de faire un peu un audit et de dire, là, on se rend compte qu'il y a un problème sur ton VPN. Le VPN est désactivé. Là, le fichier de configuration est pas bon. Là, ton fichier docker.json n'est pas bon. Ça, c'est un classique. Hein. Les gens qui n'arrivent pas à faire un docker pool parce qu'ils n'ont pas le bon fichier de docker.json, c'est un classique. On a rajouté dans ContoCuttle Troubleshoot le check du fichier de conf. Maintenant, ils lancent la commande et en fait, ils savent corriger d'eux-mêmes. Ils n'ont plus à faire une demande de support à SRE. Ils sont autonomes et ils corrigent parce qu'en plus, quand ça plante, la commande dit quoi faire pour corriger, voire auto-génère le fichier. Et ça marche. En fait, ça marche. Pareil pour les versions de package ou des choses comme ça. On audite les postes de travail des gens. Et ça nous a réduit le support, mais vraiment d'énormément de demandes. Et même quand on a des demandes aujourd'hui, la première chose qu'on demande aux gens, c'est lance ContoCuttle Troubleshoot. Et très souvent, en fait, ça suffit. Ça suffit. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, c'est un outillage qui c'est pas très compliqué à faire en réalité, mais il y a un vrai gain en fait immédiat. Pareil pour se connecter aux machines, donc ça c'est un truc qui nous sert aussi côté SRE, mais il faut savoir qu'à Conto, notamment sur les environnements de staging, on permet aux développeurs de se connecter sur les bases de données.
Et avant, se connecter sur les bases de données, il fallait des mots de passe, c'était compliqué. Pareil pour accéder à des machines. Alors bien sûr, sur la prod, c'est pas le cas, notamment sur des bases de données critiques. Et même nous, on peut pas faire ce qu'on veut quand il y a des données sensibles sur des bases en prod. Mais aujourd'hui, on n'a plus de credentials, on n'a plus de clés SSH, on n'a plus de mots de passe pour les gens, pour les bases de données. On fonctionne qu'avec des mots de passe temporaires, des clés SSH temporaires, donc on s'intègre avec Amazon pour ça. Et on a des commandes contoCuttle AWS SSH, contoCuttle RDS Connect. Il y a une liste déroulante avec la liste des instances, on peut même faire de la recherche, etc. On clique sur Entrée, on est connecté. Et toute la partie génération de mots de passe, etc. est faite par derrière de manière magique. Avec des accès en effet différents, parce qu'en fait, on arrive à lier, par exemple, RDS Connect, la connexion base de données, aux permissions, à des rôles IAM attachés aux équipes. Ce que je vous montrais juste avant, finalement, quand les équipes choisissent dans la liste déroulante ici leur team, par exemple SRE, il y en a, ils vont choisir data engineering ou dev backend de certaines CFT, etc., et ça va influer ensuite sur les permissions des autres commandes. Donc tout est basé sur un système en effet d'IAM et de rôles et de permissions, et toutes les équipes n'ont pas accès aux mêmes choses. Donc tout ça, c'est prévu et c'est built-in en fait. Et rien qu'avec ça également, quand une équipe veut anti-staging se connecter sur une base de données pour vérifier une QA, un truc de QA ou il y a un truc bizarre, etc., ils le font de manière autonome. Et ça, c'est super cool. Le live debugging SQL, c'est un truc que j'aime bien également. J'ai oublié une slide, désolé. On avait souvent ce cas où, notamment quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi à Conto, on fait beaucoup de PostgreSQL et de SQL, etc., avec des grosses requêtes qui bloquaient la base. C'est-à-dire, quelqu'un lançait une méga requête, une application qui était buggée, qui explosait la base de données, qui faisait un énorme log sur une table avec 30 millions de 30 millions de lignes, qui saturait les IOPS de la base de données, et la requête ne se terminait jamais. Quand je dis qu'elle se terminait jamais, ça veut dire qu'elle était bloquée. On avait vraiment des requêtes qui pouvaient durer 30 minutes. Parce qu'en plus, il y avait des problèmes de configuration de timeout côté applicatif. Donc, la requête était coincée et en fait, elle n'avait pas de timeout. Pas de chance. Bon, bien sûr, il faut régler les problèmes de timeout. Mais quand ça arrive, il faut être prêt à réagir. Et avant, c'était pénible. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut quand c'est comme ça, c'est pouvoir cancel, c'est une fonctionnalité dans Postgre, la requête. Et quand ça arrivait, les devs nous disaient, par exemple à moi, SRE, c'est lent. Ouais, la base de données est super lente, il se passe un truc bizarre, etc. On a de la latence sur notre application. Bon, il y a un incident. Il y a un incident. Nous, SRE, on avait le droit de se connecter aux machines pour aller voir nos machines PostgreSQL, pour aller voir notamment une table d'audit qui s'appelait PG Stats Activity, qui montre les requêtes en cours. C'est une table qui n'est pas, elle ne contient pas de données sensibles, hein, c'est des statements qui sont montrés avec depuis combien de temps une requête est en train de tourner. Et les devs n'avaient pas accès à cette table-là. Ils n'avaient pas accès à cette table-là, mais nous, SRE, on avait accès. Donc, à chaque fois qu'il y avait un problème de perf, ils devaient passer par nous. Nous, on devait aller dans cette table-là, trouver la requête qui bloquait la base. En plus, c'était pénible, il fallait faire du select, from, where, enfin bref, toutes sortes de queries pour essayer de trouver une requête lente avec des contraintes. Enfin, c'était une requête affreuse à écrire. On trouvait la requête qui bloquait la base et on disait aux équipes de dev, voilà, j'ai trouvé la requête, le statement, c'est ça. Est-ce qu'on peut arrêter la requête parce que la requête dans PostgreSQL ont un PID, donc un ID, et donc on les arrête en faisant, il faut cet ID pour stopper la requête. Donc on trouvait l'ID de la requête, on demandait à l'équipe de dev, est-ce qu'on peut vraiment arrêter la requête? L'équipe de dev disait oui, vas-y. Et nous, on exécutait la commande, boum, la requête s'arrêtait, l'incident était résolu. Mais en fait, tout ça, ça mettait une demi-heure. Donc pendant une demi-heure, vous avez votre prod qui est tombé. Et parce qu'en fait, il faut le temps de trouver un SRE, le temps que le SRE se connecte, le temps de trouver la requête, le temps de demander au dev est-ce que je peux l'arrêter, etc., etc. On a changé ça. Maintenant, les équipes ont accès à un dashboard Grafana qui est connecté à cette table PG7 Activity et qui montre en temps réel, mais vraiment en temps réel, les requêtes en cours d'exécution, avec pour chaque requête son PID, donc son ID de requête, l'utilisateur qui est l'application qui exécute la requête, depuis combien de temps elle est démarrée, on peut même la trier, on va dire, pour voir les plus longues. Le statement est également montré, le select, from where, etc., etc. Donc c'est plutôt cool. Et on leur a fourni dans notre outil contoCuttle une commande RDS cancel query, où ils ont juste à passer le contexte, donc test, staging, prod, voilà, l'environnement, on va dire, le nom de la base de données, conto-test par exemple, en réalité, ça ne s'appelle pas comme ça en prod, le PID de la requête, entrée, c'est fini. On est passé d'une demi-heure pour régler ce type d'incident avec plusieurs personnes impliquées, des demandes d'accès à SRE, etc., à littéralement 30 secondes. Mais vraiment, parce qu'il y a juste à ouvrir un dashboard Grafana, trier les requêtes par temps d'exécution. On voit la requête problématique, contoCuttle, cancel query, entrée, terminé. On a même fait un truc, cancel queries, au pluriel, qui permet d'arrêter toutes les requêtes qui s'exécutent qui sont live, qui tournent depuis plus de 1 minute, 2 minutes ou 5 minutes, des choses comme ça, avec un threshold.
bah là, le gain est immédiat et les équipes sont autonomes. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Alors le dev a un feedback en effet si la requête a été annulée correctement ou si la requête n'a pas été trouvée ou des choses comme ça. Donc il y a des messages d'erreur si on par exemple on cancel une query qui n'existe pas ou plus, il y a requête not found, etc., etc. Si elle est correctement annulée, il y a un feedback qui dit, il y a un retour avec un message qui dit voilà, on a successfully cancelled query ID, etc., etc. Donc ouais, on construit vraiment des API pour faire tout ça. Donc il y a des vrais messages d'erreur, il y a toujours des vrais retours, etc., etc. Et on a vraiment étendu ce concept-là de self-service à tout. On avait énormément de demandes, par exemple, sur Kafka. Donc Kafka, comme je le disais au début, c'est un bus de messages où les gens peuvent créer des consumer groups et des topics. Alors, je rentre pas dans le détail, mais c'est voilà, des applications peuvent consommer des messages qui sont stockés dans des topics. C'est pour faire du streaming ou des choses comme ça. Et nous, on est admis sur Kafka, les devs le sont pas. Et il y avait tout le temps des demandes, mais tout le temps des demandes sur Slack. Hello SRE Duty, donc c'est un alias qu'on avait pour le support. Est-ce que tu peux supprimer les consumer groups Toto et Titi? Voilà, c'est le premier message là que je montre ici. Et d'ailleurs, l'utilisateur me dit même Here is a similar request. Donc en plus, l'utilisateur dit j'ai déjà fait la demande il y a une semaine pour un autre truc, pour un autre consumer group, là je demande la même. Pareil, une autre requête, call please delete to consumer groups. Ou bien hello team, call please delete Kafka, un topic qui s'appelle en staging et en prod avec un certain nom. Et en plus, le topic, il a pas de trafic, donc c'est safe de le supprimer, etc., etc. Là, qu'est-ce que ça montre? Bah, ça montre que les apps sont dans le chemin critique. C'est-à-dire que là, on est en c'est problématique. On, on doit toujours passer par nous pour nous faire des demandes. Et ça, et en fait, ça a aucun intérêt. C'est-à-dire, nous, on va faire l'action. Alors, ouais, là, c'était par Slack. Ces demandes-là, c'était par Slack, en effet. Il y a pas on répond, il y avait une personne dessus qui était désignée de support tous les jours pour suivre ce channel Slack et on répondait immédiatement, on faisait l'action. Et ça nous prenait un temps fou et on est vraiment des passe-plats. On ne sert à rien. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Contocuttle, Kafka, Topics, Delete. On a pareil pour Consumer Group, Delete. Moins cluster, le nom du cluster, moins topic, le nom du cluster. La raison de pourquoi on veut faire cette suppression. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un système d'approval. C'est-à-dire que pour des actions de suppression, on veut quand même qu'il y ait un peu de contrôle. Donc les devs sont capables de lancer cette commande. Mais ensuite, il faut une seconde validation de quelqu'un, qui peut être quelqu'un de leur équipe. Hein. C'est pas forcément quelqu'un de SRE. Mais il y a un message qui arrive dans Slack avec un message qui dit, il y a un bouton, là, on le voit pas ici parce que j'ai déjà cliqué dessus. Enfin, c'était juste en faire un test. En disant, bah là, le topic, il est en train d'être supprimé par telle personne, pour telle raison et qui en fait il y a un bouton approve et on clique sur approve et seulement quand il y a une review avec un approval d'une seconde personne, l'action sera réalisée. On voit qui l'a fait et ce qui est assez intéressant, c'est que nous on a fait en fait ça c'est fait, cette action suppression est faite par une API derrière et on met des vérifications. On vérifie quand on supprime un topic qu'il n'y ait aucune application qui soit en train d'écouter ce topic par exemple. Donc on est sûr en fait à 100% que le topic est inutilisé. Là où avant, c'est une vérification qu'on devait faire manuellement. Donc en plus, construire ce type d'outil permet de vraiment rajouter des checks et si l'utilisateur lance cette commande sur le mauvais topic, un truc qui tourne toujours, un truc qui est toujours utilisé, ou pareil sur les consumer groups, et ben il y aura un retour qui dira non, c'est utilisé, ça passe pas. Et on a fait ça pour toutes sortes de fonctionnalités. On peut créer des read replica RDS à la demande, des instances EC2 à la demande, gérer les secrets des applications avec Contocuttle, même déclarer son astreinte, accéder à des endpoints de profiling d'applications, etc., etc. À chaque fois qu'on voit qu'il y a des demandes récurrentes comme ça, boum, on fournit nous SRE, on fournit la fonctionnalité en libre service aux équipes de développement. Et là, on gagne vraiment lead time, on gagne. Il faut vraiment vous dire, voilà, si une équipe de développement doit demander 10 trucs aux ops tous les jours, c'est qu'il y a un problème. Enfin, même s'il y a des demandes régulières qui arrivent comme ça, etc., il faut trouver des mécanismes pour que les équipes puissent travailler de manière autonome. Maintenant, on va parler d'astreinte et d'alerte. Parce que c'est bien beau la gestion en production, mais comment on fait le soir et le week-end? Alors, à Conto, on a plusieurs roulements d'astreinte. Il faut savoir que c'est les devs qui sont d'astreinte sur leurs applications. On a 3 roulements d'astreinte côté développeur, 2 côté SRE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un problème en production, l'infra qui tombe, mettons, il y a un problème chez notre cloud provider, Amazon, il y a un problème sur Kubernetes, il y a un problème sur GitLab. Bon, c'est les SRE qui reçoivent cette alerte. Et nous, SRE, on corrige le problème et voilà. Par contre, s'il y a un service qui crache en production, donc un service par exemple qui ne fonctionne plus, qui est down, un service qui est lent, qui a de la latence élevée, donc on a des alertes si l'API répond, si notre API principale répond est lente par exemple, ou s'il y a un ratio d'erreurs important, voilà, beaucoup d'erreurs 500 sur des services HTTP, etc. On a des alertes mais qui sont routées vers les devs. C'est-à-dire que c'est pas SRE qui reçoit l'alerte, c'est les équipes de développement.
Et elles sont capables, grâce à l'outillage qu'on leur a mis en place, d'investiguer et corriger le problème. Alors bien sûr, on a de l'escalation. Nous, on peut appeler les devs peuvent nous appeler si vraiment il y a des gros incidents où c'est difficile de résoudre. Mais en réalité, les devs sont vraiment capables à Conto de gérer la majorité de leurs alertes de manière autonome et vraiment, ils sont impliqués dans l'astreinte le soir et le week-end comme des sysadmins. Et ça, c'est super. Et je vais même aller plus loin. Je vous garantis que quand vous avez des équipes de devs qui sont d'astreinte sur leur service, bizarrement, le nombre d'alertes il est réduit beaucoup plus rapidement que quand c'est une autre équipe qui gère les alertes. Je vous garantis que c'est vrai. Donc, il y a vraiment, ça crée de l'ownership et c'est très important. Et alors, c'est vrai que ça bloque. L'astreinte, c'est particulier, c'est un avenant au contrat de travail, il y a tout un aspect légal, temps de repos, etc. à prendre en compte, paiement des astreintes, bien sûr. Mais moi non plus, j'ai pas envie d'être d'astreinte en réalité sur la prod. Et j'ai pas envie d'être d'astreinte sur un service que je connais pas. Moi, par exemple, je sais pas développer en Ruby. Conto, c'est assez complexe, c'est des systèmes de paiement, donc il y a une complexité métier aussi, avec des partenaires, etc. Si je reçois une alerte à 2h du matin dimanche d'un service en Ruby, langage que je ne connais pas, service sur lequel je n'ai jamais travaillé, d'un domaine que je ne connais pas, des trucs bancaires, un protocole bancaire chelou, j'aurais aucune idée de comment résoudre l'incident. Si c'est une équipe de développement qui maîtrise en partie la stack, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Recevoir des alertes, c'est souvent intimidant. Les gens, les devs vont dire je ne saurais pas répondre à l'incident, etc. Bon, déjà, c'est impossible de tout connaître. C'est impossible. Mais moi, je suis d'astreinte depuis des années sur la prod. Ah, forcément, des fois, on se prend des alertes, on se dit oula, ce truc-là, c'est un vieux truc, c'est compliqué, j'ai jamais travaillé dessus. Bon, bah oui, ça arrive malheureusement. C'est pour ça qu'on a de l'escalation, on peut appeler des amis. Il est impossible de tout connaître et c'est pour ça qu'on a des runbooks, on fait de la formation. On fait du shadowing dans des semaines d'astreinte avec quelqu'un pour nous aider. Il y a l'escalation, comme je disais, donc on fait beaucoup de documentation. Toutes les alertes ont des guides pour les suivre. Des devs vont dire ouais, mais moi je suis pas un ops, c'est pas à moi de faire de l'astreinte. Bah non, mais en fait, c'est à qui alors? C'est qui doit être d'astreinte sur la prod? C'est pas les devs sur leur service. C'est des ops, mais pourquoi les ops le seraient plus? Enfin, c'est quoi la raison? Il n'y a aucune raison en fait que des ops reçoivent des alertes sur un service sur lequel ils n'ont jamais travaillé. Il y a vraiment zéro raison à ça. Et l'objectif, c'est pas d'être un ops. Hein. Je répète, c'est pas d'aller avoir des devs qui vont aller trifouiller du Kubernetes ou trifouiller des serveurs en prod en SSH pendant un dimanche à 2h du matin. Mais c'est pouvoir corriger des problèmes sur leurs applications, pousser des hotfix en prod, aller investiguer avec des logs, des métriques, des traces, peut-être appeler un partenaire externe pour dire bah là, on a détecté une latence. Nous, notre service, il a l'air bon, c'est peut-être vous, etc., etc. Donc, c'est ce genre de choses qui est intéressant. Il y a des équipes qui vont dire je n'ai pas les bons outils pour gérer les incidents. En fait, c'est vraiment ça des fois le problème. Ça sert à rien de mettre des équipes de dev d'astreinte si derrière ils n'ont aucune autonomie sur la prod. Ils vont recevoir une alerte, ils vont rien pouvoir faire. On a une vraie culture, et ça c'est important je pense, de gestion d'incidents. Donc bien sûr les incidents sont blameless. On est une équipe en réalité dev comme ops. Il y a toujours bien sûr des tensions comme partout, mais on essaie bien sûr de les limiter. Et un incident c'est jamais de la faute d'un côté ou de l'autre. Et c'est notamment pas de la faute de la personne qui est d'astreinte. La personne qui est d'astreinte, elle fait au mieux pour résoudre l'incident, mais c'est pas de sa faute à elle. On a des procédures claires, avec des moyens de communication, d'escalation, des incident commanders, donc comment l'incident va être traité, comment il va être documenté pendant sa résolution. On fait des post-mortem, toutes les équipes le font, dev comme ops, parce que l'objectif, c'est d'apprendre de nos problèmes. C'est pas grave d'avoir des incidents en prod, comme je l'ai dit, on a vraiment une approche blameless. C'est normal, on va tous faire des incidents à un moment, on va tous pousser des bugs en prod, dev comme ops, on va tous faire des erreurs. Par contre, il faut apprendre de nos erreurs et faire en sorte qu'elles ne reviennent pas. Donc les post-mortem, c'est très intéressant et il faut les faire des deux côtés. L'alerte fatigue, donc ça c'est un terme qu'on voit un peu dans l'industrie pour quand il y a trop d'alertes, on va dire, en production qui arrivent, et où les équipes en fait s'habituent à recevoir des dizaines et des dizaines d'alertes par jour. Bah c'est pas bien parce qu'en fait c'est un peu comme l'enfant qui crie au loup, hein. On crie au loup, on crie au loup, on crie au loup, il n'y a jamais le loup. Et le jour où le loup est là, bah pas de chance, on s'est mangé. Et bah si vous recevez 30 alertes par jour, votre téléphone il fait que de sonner parce que finalement il y a des faux positifs, etc. Le jour où ça sera une vraie alerte, on va pas l'avoir. En fait, on va la rater. Donc toutes les alertes doivent être actionnables avec des runbooks et de l'outillage et surtout, notamment quand il y a des gens d'astreinte 24/7, c'est mon cas, bah, c'est même un peu irrespectueux des collègues d'avoir des alertes qui vont réveiller quelqu'un pour rien à 2h du matin un samedi, parce qu'en fait c'est un faux positif. Donc faire très attention à ça. Et c'est ça, moi j'ai vu des entreprises où c'était très compliqué l'astreinte, avec beaucoup trop d'alertes qui est de faible qualité, et c'est quelque chose vraiment à régler en priorité. J'aime bien parler d'expertise as a service parce que ce que j'ai décrit là, je me suis surtout concentré entre dev et ops, mais ça s'applique partout.
On est tous experts, on va dire, data, sécurité, même côté product, même côté légal, RH, etc. On est tous experts d'un domaine dans une entreprise. Mais être expert, c'est pas assez, parce qu'en fait, il faut que cette expertise soit consommable en fait depuis l'extérieur. Il faut réussir à faire en sorte que les autres équipes puissent interagir avec nous, interagir avec notre équipe, interagir avec ce qu'on propose de manière simple sans que eux-mêmes soient experts. Il faut que la sécurité soit built-in, qu'on n'ait pas vraiment à y penser, qu'il ne faut pas que tout le monde soit expert sécurité. Par contre, il faut des mécanismes, par exemple, pour que les erreurs les plus courantes, personne puisse tomber dedans, en réalité. Pareil pour les équipes data. On n'est pas, moi je suis pas du tout expert data analyst, data engineer, etc. Par contre, si j'ai des besoins si je veux pouvoir sortir des indicateurs, faire calculer des métriques sur certains trucs business, etc. Si j'ai de l'outillage pour le faire, si j'ai des métriques dans Grafana, des dashboards, du Metabase ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus simple. Je peux consommer tout ça de manière simple. Donc, posez-vous la question, finalement, c'est quoi l'expertise de votre équipe? Qui interagit avec vous? Et comment vous pouvez faire en sorte que les gens, en fait, puissent être autonomes sans avoir à vous ping directement, sans avoir à vous créer des tickets, donner-leur des accès, créer des abstractions en réalité, sans parler de créer des accès, les mettez pas route sur la prod, mais créer des abstractions pour finalement que votre expertise soit consommable par les autres.